Voilà, on peut maintenant entrer dans le vif du sujet, qui est, je le répète, donc cette succession de, de vidéos correspondant chacune à une étape du travail scientifique, du travail des sciences de la nature. Donc, les étapes, c'est donc identifier un phénomène, le caractériser quantitativement, réunir les données de mesure en équation, induire une théorie, chercher une prévision théorique et la tester expérimentalement. Voilà. Donc là, on est donc à l'étape numéro un, identifier les phénomènes et pour savoir ce qu'on va explorer en quelque sorte. Alors je répète que les sciences de la nature ont pour objectif l'exploration des mécanismes des phénomènes et dans cette exploration, on est naturellement conduit à des découvertes de différentes natures. Voilà. Alors, cette exploration, je vais prendre un exemple parce qu'il n'y a pas mieux en quelque sorte. Le premier, c'est de dire, ben, tiens, je vois une montagne. Pourquoi est-ce qu'il y a une montagne? Il n'y a pas des montagnes partout. Dans la Beauce, il n'y a pas de montagne. Donc s'il y a une montagne, c'est qu'il y a eu... D'abord, une montagne, c'est un phénomène. Et s'il y a eu une montagne à un endroit donné du globe, c'est qu'il y a eu des, des raisons pour avoir ce phénomène. Alors ça peut être des plaques qui se rejoignent et qui ensuite vont faire la surrection d'une chaîne de montagnes, par exemple pour les Alpes. Mais quand on voit ce qu'on appelle communément une montagne, ben, c'est pas toujours ça. Ça peut être par exemple un ancien volcan. Euh, et donc, le mécanisme de formation d'un volcan n'est pas le même mécanisme que, la, que deux plaques qui se rejoignent. Alors, dans le cas de la gastronomie moléculaire et physique, qui est la discipline scientifique que j'exerce, qui est donc de la physico-chimie, qui explore les mécanismes des phénomènes qui surviennent quand on cuisine, dans cette discipline, bah donc il y a des phénomènes, il y a plein de phénomènes. Alors, par exemple, les soufflets gonflent. Bon, c'est un phénomène. Ou bien les steaks, les viandes grillées brunissent. Voilà un autre phénomène. Les légumes que l'on fait cuire à l'anglaise, c'est-à-dire dans l'eau bouillante, s'attendrissent. Une carotte va devenir tendre au point qu'on puisse l'écraser pour faire une purée. Voilà encore un phénomène. Donc il y a des tas de phénomènes. Et donc c'est ça, ce sont ces phénomènes qu'explore la gastronomie moléculaire et physique. Alors pourquoi explorer ces phénomènes? Ben parce que c'est notre objectif. Mais dans cette exploration des phénomènes, bien sûr, on cherche à comprendre pourquoi les carottes s'abolissent, pourquoi les steaks brunissent, etc. Mais au-delà de ça, je crois qu'on veut surtout trouver des, faire des découvertes en quelque sorte. Des découvertes, c'est plein de choses. Ça peut être la découverte d'un mécanisme d'une transformation moléculaire. Ça peut être un objet particulier. Par exemple, il y a quelques années, on a découvert les fullérenes, qui sont des molécules faites uniquement d'atomes de carbone et qui font comme une sorte de réseau, comme un ballon de football par exemple. Ben voilà une catégorie de molécules qu'on n'imaginait pas, qu'on a découverte. Alors on a découvert dans l'espace et dans la suie. Et c'est une vraie belle découverte. C'est une catégorie d'objets qu'on n'imaginait pas. Alors il y a des découvertes qui sont plus conceptuelles. Par exemple, quand Jean-Marie Laine explore la chimie supramoléculaire, c'est-à-dire que le fait que des molécules puissent s'associer par des forces plus faibles que des liaisons chimiques entre les atomes dans les molécules, ben, voilà une espèce de catégorie d'objets qui correspond, qui est maintenant identifiée, qui va plus loin que les complexes, qui va plus loin que simplement les agrégats ou les phases condensées. Et le fait d'avoir reconnu l'existence de cette catégorie est une découverte. Donc on voit les découvertes sont de nature différente. Voilà.
Donc on va faire des découvertes à la gastronomie moléculaire et physique. Alors gastronomie moléculaire et physique, on peut dire gastronomie moléculaire pour simplifier, mais c'est gastronomie moléculaire et physique, donc, qui est une science de la nature, qui n'est pas une technologie, qui n'est pas une technique. Le mot gastronomie veut dire connaissance raisonnée, donc connaissance d'abord, pas cuisine. La gastronomie moléculaire, c'est pas de la cuisine, c'est de la science. Il n'y a pas de cuisiniers qui font de la gastronomie moléculaire, et, il y a pas de, et les gastronomes moléculaires sont des scientifiques qui ne font pas la cuisine. Alors, je n'ai pas dit que les uns et les autres ne peuvent pas s'intéresser ou faire, mais ce n'est pas le même métier. Bon. Alors, on, il faut commencer donc par explorer les phénomènes. Or, pour la gastronomie moléculaire en particulier, il y a ce point très particulier que le monde de la cuisine a souvent dit des choses bizarres et des choses pas justes. Par exemple, Nicolas de Bonnefond, qui était, on va dire, cuisinier du roi, en 1654, écrit que quand il y a un orage, il faut mettre une grosse barre en fer sous les tonneaux de vin pour empêcher le vin de tourner. Bon, il n'y a pas de barre en fer sur les tonneaux de vin, enfin, ça ne sert à rien, c'est pas ça le problème. Ou bien, jusque dans les années 2000, moi j'ai vu, de mes yeux vu, enfin plus exactement entendu, euh, une personne, inspectrice de l'éducation nationale, dire devant moi et dire devant le collège des inspecteurs que quand elle avait ses règles, les mayonnaises tournaient. Alors il n'y a pas d'influence des règles sur la mayonnaise. En revanche, on peut mal faire une mayonnaise et elle va se mettre à tourner. Mais il n'y a pas de relation de cause à effet entre les règles et la mayonnaise qui tourne. Ça, c'est pas vrai. Il n'y a pas d'influence occulte de la lune, de je sais pas quoi. C'est pas vrai. Bien sûr, on peut être troublé quand on a ses règles, et à ce moment-là, on peut mal faire la mayonnaise, mais il ne faut pas céder à cette idée ancienne, qui d'ailleurs a été dite dans d'autres cas de la mayonnaise. Elle a été dite, par exemple, pour frotter les viandes avec le sel. En Angleterre, il est dit que quand une femme qui a ses règles frotte une viande avec le sel, à ce moment-là, la viande pourrit. Bon. Enfin, il y a des tas de choses liées aux règles, mais liées, en gros, à tout ce qu'on ne comprend pas. Par exemple, le mot choc thermique. Méfions-nous du mot choc thermique, enfin de l'expression choc thermique, parce que bien souvent, elle correspond à rien. Voilà. Euh, j'ai pas dit que le choc thermique n'existait pas. C'est-à-dire, si on prend un verre, qu'on met un fil autour, qu'on le brûle, et donc que le verre se dilate et qu'on trempe le verre immédiatement dans l'eau froide, à ce moment-là, clac, les deux parties se séparent. C'est d'ailleurs comme ça que les chimistes font pour casser bien le verre d'une éprouvette. Hein. Donc ça existe le choc thermique, mais on ne peut pas l'invoquer à tort et à travers. Ça veut dire quelque chose de bien particulier. Bon. Alors, donc il y a lieu pour la gastronomie moléculaire et physique d'aller tester ce qui est dit par les cuisiniers ou par les livres de cuisine. Alors, par exemple, il est dit que si on met du sel dans du blanc d'œuf, les blancs d'œufs battus en neige va être plus ferme. Ou du jus de citron. Bon, est-ce que c'est vrai? C'est pas parce que c'est dit, et c'est pas parce que c'est dit par des cuisiniers qui sont triplement étoilés que c'est vrai. Et ça fait maintenant 22 ans que dans les séminaires de gastronomie moléculaire et physique, donc tous les, tous les mois, sauf juillet et août, en public, nous prenons une de ces indications culinaires et nous la testons expérimentalement. C'est public, donc tout le monde peut voir et on teste des choses variées. Alors par exemple, on m'a dit un jour, il n'y a pas si longtemps, la crème fouettée avec du jus de citron durcit plus vite. Bon, vrai, pas vrai? Alors, moi j'en sais rien, donc faisons l'expérience. Et ben, l'expérience, c'est que oui, elle durcit plus vite, mais elle foisonne moins. Elle prend moins de volume. Bon. Ou bien, on m'a dit, et c'est un chef triplement étoilé, oui, quand je fais une pâte à foncer, ce qu'on appelle communément une pâte à tarte, j'y mets toujours un peu de sucre parce que ça donne de la couleur. Bon, alors on a fait
Et en plus, c'est un ami. Alors, j'avais toutes les raisons de le croire, sauf que, précisément, je ne veux croire personne que l'expérience. Hein. Et ça nous ramène à cette phrase de Galilée quand il a, en quelque sorte, créé les sciences de la nature moderne. Il a dit, alors je n'ai pas le texte exact, mais il a dit, il y a il faut croire à aucune autorité. Il n'y a que l'expérience. Et c'était très révolutionnaire parce qu'il osait dire ça alors que l'Église catholique avait encore l'Inquisition et que précisément il s'agissait à l'époque de croire l'Église catholique. Et on n'allait pas se mettre à dire des choses qui étaient contraires à la Bible. Donc c'était une audace extraordinaire pour Galilée. D'ailleurs, il a été condamné et pour des propos hérétiques et il a dû se rétracter. Donc on voit bien que combien la science est révolutionnaire en quelque sorte. Et ben, dans le cas de la couleur des pâtes à foncer, ben, je suis désolé de vous dire qu'on n'a pas vu de différence. Alors on a fait une autre expérience ce même jour d'ailleurs sur le rôtissage de petits cubes de pommes de terre au four avec ou sans matière grasse. Et bien là, on a vu une légère différence de résultat alors qu'on n'en attendait pas. Bon. Maintenant, on nous a dit que pour des sabayons, la présence d'acide ou d'alcool allait changer quelque chose. Par exemple, pour avoir plus de mousse. Bon. Alors on a vu que l'alcool, bah, lui, il fait des catastrophes et que l'acide, bah, c'était pas ce qu'on nous avait dit non plus. Alors, on nous a parlé de l'influence du jaune d'œuf sur les pâtes à foncer. Et moi-même, je croyais que mettre du jaune d'œuf dans une pâte allait augmenter le goût, en quelque sorte. Parce que c'est vrai que le jaune d'œuf contient des composés qui, on le voit bien, donnent du goût. Quand on a un œuf dur, c'est pas le blanc qui a du goût, c'est plutôt le jaune. Dans un œuf à la coque, c'est bien le jaune qui a du goût. Donc on a fait des pâtes à foncer toutes identiques, mais certaines avec de l'eau, certaines avec seulement du blanc d'œuf, certaines seulement du jaune d'œuf, certains avec le... Et on a fait des tests triangulaires pour la dégustation. C'est-à-dire qu'on a fait toutes les pâtes, absolument identiques, cuites ensemble, les mêmes grammages, etc. Et ensuite, il y avait quelqu'un qui avait les yeux bandés et à qui on donnait des morceaux de différents échantillons d'une façon très particulière que je n'explique pas ici parce que ce serait un peu long. Mais surtout, le résultat, c'est qu'on n'a pas senti de différence de goût avec une quantité de jaune qui était incroyable. Alors là, ça, c'est quand même intéressant. C'est-à-dire, c'est pas la peine d'aller explorer les mécanismes du goût dû au jaune d'œuf si le jaune d'œuf ne donne pas un goût supplémentaire. Voilà, essayer de comprendre pourquoi il y a une montagne, s'il n'y a pas de montagne, c'est idiot. Alors, c'est pour ça qu'on continue comme ça depuis 22 ans. Est-ce que travailler longtemps une pâte à strudel va faire quelque chose va faciliter son extensibilité? Les pâtes à strudel, c'est des pâtes qu'on met sur un linge et qu'on étend et qu'on étend et qu'on étend très 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 mince et il ne faut pas que ça se déchire. Bon. Est-ce que des pâtes peuvent être frites? Par exemple, est-ce qu'on peut frire une pâte feuilletée au lieu de la cuire? Est-ce qu'on peut frire une pâte à foncer, disons une pâte à tarte? Est-ce qu'on peut, etc. Bon, ben voilà des questions. Il faut les tester avant de chercher des mécanismes, bien évidemment. Alors, la rétraction des pâtes, voilà un problème très intéressant. Il a été dit mille choses par les pâtissiers, le temps de repos, voilà. Et finalement, on a bien vu que le temps de repos n'avait pas d'influence en général. C'est simplement le repos après avoir étendu la pâte. C'est ça qui compte. Quand vous faites la boule de pâte, elle peut reposer, pas reposer, c'est pas le problème. En revanche, quand on l'étend, à ce moment-là, si on la cuit tout de suite, elle va se rétracter. Voilà. Et elle va se rétracter dans la direction de l'extension, ce qui était intéressant pour des pâtes feuilletées. Alors, on a mesuré des pertes en eau de pâtes pendant la cuisson. On a fait mille choses. Par exemple, tiens, ben voilà, le pochage des œufs. Il y a des gens qui disent il faut mettre, c'est du sel qui va permettre aux œufs de mieux pocher. Non, c'est l'acidité. Et d'ailleurs, on peut très bien faire l'expérience, et on l'a faite,
d'avoir plusieurs casseroles avec de l'eau pure, de l'eau salée, de l'eau acidifiée, de l'eau salée et acidifiée, et on poche des œufs de façon identique, et on voit très bien qu'avec du vinaigre, ben, clac, ça poche très bien. Bon. Mais alors, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, oui, oui, enfin, quelqu'un, c'est pas quelqu'un plus exactement, c'est quelqu'un, mais c'est aussi un livre où j'ai trouvé le conseil. Il écrit, mettez du jus de citron pour pocher les œufs. Bon, c'est un peu coûteux, mais pourquoi pas si le jus de citron a un effet, peut-être qu'après, on pourra le remplacer par de l'acide citrique ou par de l'acide ascorbique. L'acide citrique, c'est donc un acide essentiel du jus de citron. Et l'acide ascorbique, il est également présent dans les agrumes. Et c'est ce qu'on appelle la vitamine C communément. Bref, on a fait l'expérience avec du jus de citron. Et effectivement, c'est très efficace. Et c'est très efficace parce qu'en réalité, il y a une question d'acidité qui est importante. Bon. Alors, on, on- on a, on a testé aussi des différences entre les pâtes. J'ai parlé des pâtes à tarte. Alors, il y a des gros débats sur la blogosphère, des débats sans référence. Les gens disent, enfin, ils disent tout, mais sans justification, on va dire. Et alors, est-ce que, alors pour la pâte, alors ils distinguent la pâte à sabler et la pâte brisée, mais en fait ils n'ont pas raison parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Il y a eu des définitions précises de pâte sablée et de pâte brisée, donc disons pâte à foncer. Foncer, ça veut dire qu'on fonce le moule, c'est-à-dire qu'on met la pâte dans le moule. Hein. Alors les pâtes à foncer s'opposent aux pâtes à pâter. Je ne parle pas des pâtes feuilletées dans ce cas précis, hein. Je parle des pâtes avec, mettons, beurre, farine et œufs. Et eau, pardon. Et, et sel et éventuellement sucre, mais enfin c'est surtout beurre, farine et eau. Voilà. Et alors, euh, sur ces pâtes, il y a des façons de les faire. Alors, on peut les faire par sablage, c'est-à-dire qu'on prend le beurre et la farine et on fait une sorte de sable, puis ensuite on met un peu d'eau, puis on fait une boule. Ou bien il y a par crémage, alors c'est un procédé un peu différent. Mais donc on a essayé de voir la différence, donc on a fait les deux avec les mêmes ingrédients, on les a laissés reposer ensemble, on les a cuits ensemble et ensuite on les a dégustés ensemble par ce test, toujours les mêmes tests. Là, je vais l'expliquer maintenant. Ça s'appelle des tests triangulaires qu'on utilise beaucoup. Ce test triangulaire consiste à donner trois objets à quelqu'un, trois objets dont deux sont identiques. Et la personne ne sait pas lesquels sont les objets identiques ou différents. C'est numéro un, numéro 2, numéro 3. Et puis elle goûte. Et puis elle dit, ah, je reconnais que c'est le un et le 2 qui sont identiques. Et puis on voit si c'est vrai ou pas. Alors c'est terrible ce test, hein, parce que y a des gens prétentieux qui disent, ah oui, j'ai très bien reconnu, c'est le un et le 2. Et en fait, ils sont complètement plantés, c'était les mêmes échantillons. Qui était le un et le 3, donc pas le un et le 2. Donc on voit dans nos séminaires des gens un peu prétentieux qui à force, apprennent à être plus modestes. Quand on déguste, il y a de temps en temps des petites différences. Puis il y a des fois où il y a pas de différence. Donc il ne faut pas dire n'importe quoi. Il faut pas la dégustation. Et puis c'est statistique. Les gens qui dégustent, les jurés, on appelle ça, ben, ils ne savent pas. Ils goûtent une fois, deux fois, trois fois. Et puis euh, on a l'impression qu'il faut être très concentré. Il faut que la lumière vienne toujours du même endroit parce que sinon il y a différence de couleur. Donc il vaut même mieux le faire dans des cabines avec une lumière rouge si on peut. Il ne faut pas que les gens parlent autour. Enfin, il y a des tas de conditions pour faire ça bien. Et avec ça, ben, par exemple, par crémage ou par sablage, ben, on n'a pas vu de différence. Alors, j'y peux rien. Moi, c'est pas moi qui. Voilà. Après, on a eu un séminaire très intéressant sur la fermentation par des levures. Donc, on a pris des levures, de l'eau, voilà. Et puis, on cherchait à savoir si le sel tue les levures ou le sucre tue les levures. Puis on a vu que non, pas du tout. Au contraire, ça stimule plutôt la fermentation. Enfin, je passe sur le détail parce qu'on avait fait beaucoup d'études en même temps. Euh, le cognac flambé perd-il son acidité au flambage? Au contraire, le pH diminue, c'est-à-dire que l'acidité augmente. Bon, ben, c'est rigolo. Hein. Euh, Est-ce que la flamme du flambage change quelque chose? Ben non. La flamme du flambage change rien.
Euh, Est-ce que l'ail, alors ça m'a été donné par un meilleur ouvrier de France, hein, est-ce que l'ail fait gonfler du jaune d'œuf? Donc j'ai posé la question, on m'a dit oui, oui, mais tu mets du jaune d'œuf avec de l'ail, tu vas voir, ça gonfle. Bon, ben, on n'a rien vu. Bon. Et je ne suis pas fou, c'est-à-dire que j'étais pas seul. On était beaucoup à faire ça. Donc il y a eu des témoins, il y a eu des photos. Donc voilà. Est-ce que les navets enlèvent du goût à du bouillon de volaille? Eh bien la réponse est oui. Tiens, peler des tomates, est-ce qu'il y a une différence entre 5 secondes et 20 secondes? Ben oui. C'est avec 20 secondes qu'on a vu la meilleure effet. Alors, je vais m'arrêter parce que la liste pourrait être un peu longue. Je conclus simplement en disant, voilà, dans ces séminaires, et aussi au laboratoire, on fait des tests expérimentaux, et ces tests expérimentaux permettent d'identifier des phénomènes. Maintenant, on a des phénomènes qu'on peut chercher à comprendre. Alors, je vous en laisse un. Le tout dernier séminaire, on voulait faire du beurre fondu. Et bien, quand on a chauffé le beurre, on a vu qu'il n'y avait pas la clarification immédiate, mais qu'on obtenait sans doute, enfin, on obtenait quelque chose d'un peu blanchâtre, c'est-à-dire sans doute une émulsion, puisqu'il y a dans le beurre fondu une phase aqueuse, environ 20%, et une phase grasse, environ 80%. Et donc, puisqu'on voyait quelque chose d'homogène, c'est sans doute qu'il y a voilà. Il reste à le regarder au microscope, le ferez-vous. Je termine cette deuxième discussion, donc consacrée à l'identification des phénomènes, en disant donc que maintenant, ayant des phénomènes bien identifiés, on peut aller explorer leurs mécanismes. Et ça ferait l'objet de la prochaine discussion.